Depuis quelques années, les personnalités politiques investissent les médias sociaux, pages Facebook, blogs, comptes Twitter et même des réseaux sociaux conçus sur mesure. Parmi eux, Benjamin Lancard, président des Jeunes Populaires de l'UMP, sa présence active sur les médias sociaux n'est pas passée inaperçue et nous avons voulu lui poser quelques questions à ce sujet. Le sujet de notre rencontre, c'est Benjamin, toi, et puis les réseaux sociaux. On te voit pas mal sur la toile ces derniers temps. Tu animes ta page Facebook, tu possèdes également un compte Twitter, tu as fait une apparition assez remarquée sur le site de microblogging, et puis tu possèdes également un blog perso. Alors première question, c'était quoi ton ambition initiale ? C'était quoi ton projet de départ quand tu t'es lancé sur les réseaux sociaux ? Alors c'était juste d'être moi-même, c'est-à-dire que moi, mon but, quand je me suis installé sur les réseaux sociaux petit à petit, d'abord ça me paraissait comme une évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de la politique jeune, notamment envers des jeunes sans être sur les réseaux sociaux. C'est un truc de jeune pour toi les réseaux sociaux ? Je pense qu'en tout cas, si on fait une pyramide des âges, je crois que le pourcentage, la classe d'âge où les gens y sont le plus, c'est les jeunes. Donc effectivement oui, il y a en tout cas dans la manière de faire de la politique, il y a un côté très jeune, ouais, effectivement. Mais ce que je voulais, c'était d'une certaine manière pouvoir relayer mon action, ma manière de voir les choses, mes valeurs, tout ce qu'on essaye de faire avec les jeunes populaires, mais aussi en tant que conseiller régional d'Île-de-France. Et donc les réseaux sociaux, c'était une nécessité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe entre un tiers et un quart de mon temps à faire vivre mon blog, faire vivre tout mon compte Twitter, ma page Facebook. Tu t'y exprimes d'une manière différente que via les médias traditionnels, comme la presse papier, radio, etc. Comment est-ce que tu t'y prends ? En fait, je vais alterner les messages. C'est pas une différence de tonalité parce que je pense que si on n'est pas sincère, ça marche pas. C'est une différence de message. Typiquement, récemment, Christian Vannès fait une proposition odieuse de rapprochement avec le Front National. Je voulais pas faire de communiqué de presse parce que je savais que institutionnellement le parti allait réagir par la voix de Ramaya, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc moi j'ai préféré faire un micro-blog sur Twitter, un petit tweet pour dire justement mon rejet. Et au final, ce qui est impressionnant, c'est que maintenant, c'est comme si c'était une dépêche AFP puisque quelques médias l'ont repris. Voilà. Quand par exemple je veux donner ma position sur le fond, sur la dépendance, sur la réforme de la dépendance comme je l'ai fait hier sur mon blog, je fais une note un peu plus longue sur mon blog. Donc voilà, j'alterne les messages et à chaque fois c'est assez complémentaire et en ça j'ai lu et je me suis inspiré de ce que les experts du community management nous expliquent. Alors précisément, tu communiques sur des messages qui sont politiques. Dans la mesure où tu représentes aussi un parti politique, est-ce que tu as été accompagné dans l'apprentissage de ces outils ou est-ce que tu t'es lancé un peu de plein pied comme ça et sans préparation ? Le fait qu'on ait fait le lip-dub vous donne une réponse déjà à cette question. Mais non, il n'y a pas de spin doctor. On demande en permanence des conseils parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on voit du monde. Moi, quand je suis allé début octobre aux États-Unis, j'ai rencontré des experts du community management, mais j'en rencontre aussi à Paris. Mais ensuite, on bosse en équipe. Il y a un côté presque artisanal, mais qui est plutôt bon et plutôt spontané. Et ensuite, je crois vraiment que la règle, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire que quand, par exemple, sur Twitter, à la fin de PSG Marseille, où je suis allé dimanche soir, je suis content, Paris est magique parce que Paris a gagné, c'est pas très politique. D'ailleurs. Oui, c'est commenté, mais parce qu'en même temps, je considère que sur ce réseau social-là, je pense que je le dirais pas sur LCI ou sur un autre média, je le dis sur Twitter parce que aussi, effectivement, on peut. Je raconte pas beaucoup ma vie et je pense que c'est pas le sujet, mais en tout cas, vu que j'étais heureux ce soir-là et que j'étais content que le PSG gagne, j'avais envie de faire partager ça. Et honnêtement, on peut pas m'accuser d'avoir été un troll sur ce sujet. C'est personnel alors. Oui, si on peut considérer que le PSG est une partie personnelle, effectivement. Comme tu disais, tu le dirais pas dans un communiqué. C'est clair. Non, mais parce qu'en même temps, c'est marrant. Et puis, moi, je considère vraiment que même si je me fais un peu taper sur Twitter, au fond, on forme une petite communauté avec toutes les limites que ça peut comporter, mais on partage aussi pas mal de choses. Et donc, d'une certaine manière, ça me faisait plaisir ce dimanche soir-là. J'étais dans le métro ligne 9 de dire que j'étais content, tout simplement. Après, je pense pas que ça fasse changer le point de vue de gens qui me sont opposés et je pense pas que les Marseillais qui sont de droite vont pas voter pour l'UMP parce qu'il y a le président des jeunes UMP qui est pour le PSG. Il y en a plusieurs qui ont regretté d'être du PSG quand tu t'es prononcé en faveur de leur victoire, mais ça c'est souvent ils te tournent en dérision, c'est un petit peu le jeu. Et tes premiers pas sur Twitter, est-ce que ta démarche elle a évolué depuis que tu es arrivé ? Ça fait quelques mois maintenant que tu es sur Twitter. Moi je suis quand même sur Twitter depuis 3000 followers. Voilà, non mais je suis sur Twitter depuis le printemps 2009, donc t'étais moins actif à ce moment-là. J'étais moins actif et surtout au final notre action était peu visible, donc on est monté petit à petit en puissance, mais nous on n'est pas, beaucoup de gens nous disent mais vous êtes dans une logique du buzz permanent, c'est pas vrai. Le but c'était de gagner en notoriété, en visibilité pour les jeunes populaires, faire en sorte que les jeunes de l'UMP soient connus, qu'on sache qu'il y a des jeunes à droite,
que c'est pas des jeunes coincés, que c'est pas des jeunes chiants, non, que c'est des jeunes comme tout le monde, que si vous m'accompagnez en déplacement comme il y a 10 jours à Vesoul ou à Chalon-sur-Marne, vous verrez des jeunes apprentis, des jeunes artisans, des jeunes bouchers, des jeunes profs d'histoire, vous verrez toute une jeunesse qui représente la jeunesse de ce pays. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Et quand on est invité, quand on est visible, parce que peut-être qu'il y a certains coups, je le reconnais, mais pas tous, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on nous dit vous faites un coup, non, on fait de la politique et à un moment donné, quand on attaque par exemple telle limite de tel ou tel média ou telle limite de la réflexion d'un leader de gauche, c'est aussi tout simplement qu'on est là pour dénoncer les erreurs de la gauche et on est aussi là pour proposer. Mais je pense que à chaque fois qu'on est mis en avant, on utilise ça, ce spotlight, pour justement être capable d'apporter nos propositions. Typiquement, quand je suis invité au Grand Journal, j'y vais pas juste avec mon sourire, je remets les livres blancs de Jean-Michel Apathy en lui disant vous n'êtes pas là quand on les remet d'habitude, c'est pas une critique, mais là comme vous m'invitez, je vous les remets. Je vous remets mes propositions. Tu disais que tu regrettes pas du tout cette espèce on te reproche là, de buzz permanent. Est-ce que néanmoins, avec l'expérience et le retour que tu as maintenant, il y a des écueils que tu conseillerais d'éviter pour une personnalité qui se lance sur les réseaux sociaux? Je pense que j'ai le billet où je compare la jeunesse de l'UMP engagée avec Guy Môquet et effectivement où je fais une allusion à Laval sur le fait de dire qu'il avait en train de tenter un redressement économique, même si je dis qu'il s'est trahi et que justement j'oppose Laval à Môquet parce que justement l'un a trahi et l'autre a donné sa vie pour ses libertés, pour la France. Je pense que c'était une erreur, voilà. Donc je crois que ça, il faut le reconnaître, il faut apprendre de ses erreurs. D'ailleurs, je me suis excusé le soir même, mais voilà, je pense que sur ce genre de choses, il faut pas forcément. Ça, c'est plus sur le contenu de ton propos, mais sur la méthode qui est vraiment appliquée aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des façons dont tu t'es positionné, des façons dont tu t'es exprimé, que tu regrettes, ou alors tout simplement que tu aies pu constater des écueils qu'il te fallait absolument éviter? Alors techniquement, plusieurs choses. Techniquement, il faut pas coordonner, il faut pas synchroniser son compte Twitter et son compte Facebook. Moi, je faisais ça au début, et on m'a appris que c'était pas bien parce que c'est des messages différents. Donc, je les ai désynchronisés. Dans quelle mesure est-ce que c'est des messages différents d'après toi? Parce que sur Facebook, par exemple, je vais dire voilà, je suis en déplacement à tel endroit, je m'adresse. Et surtout, le fait est que sur Facebook, en fait, 90% des gens qui sont amis avec moi sur Facebook sont des gens de l'UMP. Donc au fond, quand je suis sur Facebook, j'ai quand même plutôt tendance à parler aux jeunes populaires, à donner des informations sur ce qu'on fait, alors que sur Twitter, voilà, la cible est différente. Et donc par exemple, récemment, la semaine dernière, j'ai dit, et on m'a aussi critiqué pour avoir dit ça, que après la gauche allemande, la gauche britannique, la gauche italienne, la gauche américaine va se prendre une claque ce soir. Ça, c'était le message sur Twitter. Sur Facebook, j'ai rajouté avant la gauche espagnole et la gauche française en 2012, parce que d'une certaine manière, c'était aussi pour exhorter mes militants à aller au combat, parce que c'est ça en 2012 qui va arriver. C'est est-ce que tout ce qui a été fait depuis 2007, ça, on continue, ou est-ce qu'on arrête? Et sans rentrer dans le débat politique, c'est quand même ça. Et donc du coup, voilà comment j'alterne les messages. C'est pas une révolution, mais c'est pour vous montrer que d'une certaine manière, sur Twitter, on parle à des leaders d'influence, à des gens qui sont en général pas très favorables à ce que je dis, ou en tout cas ceux qui me répondent ne sont pas favorables, alors que sur Facebook c'est plutôt du réel community management, puisqu'on parle aux militants et on fait passer des infos sur tel ou tel déplacement, sur tel ou tel tractage, sur telle ou telle opération des jeunes populaires. C'est intéressant ce que tu dis et ça met un petit peu en exergue justement une des caractéristiques des réseaux sociaux, c'est l'aspect communautaire, on va justement y revenir, mais une dernière question sur l'image que tu renvoies. On dit que pour les personnes comme pour les marques, les réseaux sociaux c'est synonyme donc certes de communication mais aussi d'échange et de conversation. Ce qui d'ailleurs a fait dire à Fabrice Friss, qui est le président de MSL France, donc qui est un des gros groupes de communication, ce qui lui fait dire qu'on est rentré dans l'ère de la conversation. Est-ce que toi, Benjamin, donc t'engages la conversation sur la toile? Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu gères cette conversation avec les communautés qui t'interpellent et qui cohabitent? Comment est-ce que tu t'y prends? Alors très honnêtement, je pense que c'est un point où je pourrais progresser. La conversation, parce qu'effectivement je réponds peu sur Twitter. D'abord parce que je n'ai pas énormément de temps, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que quand on est, la responsabilité des jeunes populaires c'est beaucoup de travail, le conseil régional c'est beaucoup de travail, mon investissement dans le 10e arrondissement où je tiens ma permanence et je suis délégué de la circonscription 3e 10e, c'est du travail. Et honnêtement, c'est avant tout faire des courriers, c'est parler aux gens, visiter les commerçants, voilà, et puis pour les jeunes populaires mener des projets en équipe, donc ça prend du temps. Donc du coup répondre à tout le monde est compliqué. T'exploites encore peu le facteur conversationnel. Oui, mais alors après, moi pour le moment, je réponds quand
soit parce qu'il y a une fenêtre de tir où j'ai un peu de temps et que la question qui m'est posée est intéressante, mais je peux pas répondre à tout le monde parce qu'en même temps il y a aussi beaucoup d'injures et qu'on va pas répondre aux injures. Mais par exemple sur Facebook, il y a que moi qui réponds à mes messages privés. Ça c'est vraiment quelque chose, alors je mets parfois du temps, honnêtement il y a 1 ou 2 semaines d'écart parfois suivant les moments où je reçois les messages, mais c'est vraiment moi qui réponds et je fais attention. Et pareil sur mes mails, c'est-à-dire que moi j'ai un mail pas hyper dur à trouver et quand on m'écrit en général, sauf si c'est une insulte ou même quand on écrit via mon blog, c'est moi qui réponds. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est moi qui réponds. Donc voilà comment j'essaie de le faire. Le moins tes contradicteurs, ceux qui te contactent par mail ou ceux qui te contactent sur Facebook. Ça, je peux vous dire que si vous regardez les messages qui me sont envoyés sur mon blog après chaque passage média, vous verriez pas ça. Sur le blog. Mais par exemple sur les commentaires sur le blog, beaucoup de gens me disent oui alors tu laisses ouvert les commentaires mais tu y réponds pas. Ça m'est arrivé d'y répondre, par exemple, quand j'avais été attaqué sur l'argent que je gagne, parce que voilà, moi, je pense qu'être assez irréprochable là-dessus, et gagnant 2200 € en tant que conseiller régional et payant 600 par mois pour ma permanence. Donc là, j'ai fait un petit correctif, enfin pas un correctif, mais j'ai répondu sur les commentaires. Donc quand il y a des choses à dire, je le dis, mais par contre, moi, je suis très fier de laisser les commentaires ouverts. Même si parfois, comme il y a 2 semaines sur l'affaire du billet sur Guy Môquet, ça a été un peu... Ça a explosé. Et d'une certaine manière, on les a fermés, les commentaires, parce que justement, c'était devenu trop grossier. Mais quand ça reste correct et quand la modération a posteriori fonctionne, je les laisse parce que je pense que justement le web, si on peut pas commenter, si on est toujours censuré a priori, ça marche pas. Qui se charge de la modération puisqu'il y a il y a des écarts qui peuvent être facilement faits, des gens qui peuvent se prononcer, être injurieux, etc. rapidement, donc il doit y avoir une veille assez régulière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propos déplacés ou injurieux sur les commentaires par exemple. On a une petite équipe, c'est pas moi qui mets à jour les articles parce que franchement malheureusement je ne saurais pas le faire techniquement, mais ça veut dire que voilà, on a 1 ou 2 personnes qui m'aident et qui me disent attention là il y a telle ou telle chose. Pareil quand on a cette fameuse stratégie de riposte qu'on est en train de mettre en place et qui va donner naissance à un site internet dans les prochaines semaines, même si on attend le moment le plus idoine pour le faire. Mais voilà, on est toujours, voilà, il y a une veille sur mon blog, sur les blogs des ministres, sur les blogs proches de l'UMP, et donc voilà, ça fait partie de la même stratégie. Mais en tout cas, moi je tiens beaucoup à l'idée de laisser les commentaires ouverts, parce que je crois que c'est comme ça aussi que les gens viendront sur mon blog, et honnêtement, si on regarde la courbe depuis maintenant 1 an que le blog il est ouvert depuis 2008, mais d'une part qu'il a été remis à jour et amélioré, voilà, maintenant on a multiplié entre 5 et 10 le nombre de visiteurs hebdomadaires, donc c'est quand même impressionnant et on va continuer à le faire. Ça prend du temps, hein. C'est vraiment mettre à jour les articles, mais pour moi c'est très important parce que par exemple demain j'ai envie de réagir sur le droit de vote à 16 ans, sur mon refus par exemple de légaliser les drogues dites douces ou par exemple des questions de société comme la bioéthique, je vais le faire sur mon blog. Mais c'est pas encore un espace de conversation à proprement parler si tu réponds pas effectivement aux commentaires. Le média social qui pour toi incarne le plus justement l'aspect échange dans tous ceux que tu peux exploiter et utiliser, ce serait lequel? Pour le moment c'est Facebook, je pense qu'à terme ça deviendra Twitter pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je pense qu'au fond c'est plus facile de répondre à 140 caractères à 1 ou 2 personnes à la fois que simplement répondre un par un sur un blog ou par exemple sur Facebook. Mais autre chose, je pense que je ne le fais pas assez, c'est répondre par des vidéos. C'est-à-dire par exemple, il y a plusieurs commentaires sur mon blog, et que je puisse faire une vidéo de réponse. Ça, il faudrait que je le fasse davantage. Dans mon blog, on avait prévu initialement que les gens puissent me poster des vidéos pour me poser des questions. Ils n'ont pas beaucoup fait. D'ailleurs, je le dis, vous pouvez me le faire. Voilà. Et donc du coup, je pense que ça c'est aussi un volet important. Je crois que j'ai une amie qui est partie pour l'UMP voir justement la campagne et des démocrates et des républicains pour les élections de mi-mandat. Elle m'a dit que les Américains ont dit que YouTube était aujourd'hui le 2e moteur de recherche. Oui. Alors je sais pas en France entre Dailymotion et YouTube comment ça se partage, mais c'est un fait que il faut qu'on soit plus présent. Donc ça je pense que ce sera l'une des pistes que je vais explorer en 2011 notamment. Pour revenir sur Twitter, moi je te retrouve très régulièrement cité sur Twitter. Tes propos ils sont repris, qu'ils soient issus de ton blog ou d'ailleurs. Tu es très souvent retweeté. Et d'ailleurs, les propos sont largement commentés et tu te retrouves même la plupart du temps assez chahuté, comme tu disais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas reprendre certaines des replays que j'ai vus hier soir, mais bon, ça y va, les gens ne se gênent pas. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir cette médiatisation de toi, donc que par définition, tu ne peux pas dicter. Qu'est-ce qu'elle t'inspire d'abord? Et puis ensuite, comment est-ce que tu t'y prends pour essayer d'y réagir? D'abord, je pense qu'il faut relativiser.
C'est-à-dire que sur Twitter, moi quand j'ai 3000 followers, donc je parle à 3000 personnes en fait quand directement. Alors après ça peut être repris, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ma médiatisation au fond elle est très microscopique et je crois que ça n'a rien à voir, et heureusement d'ailleurs, avec un député qui est élu, avec voilà, des personnalités politiques de haut niveau qui elles méritent ça et qui sont beaucoup plus médiatisées. Donc moi je relativise quand même l'idée de médiatisation, même si c'est vrai que les jeunes populaires sont plus visibles, et j'en suis plutôt satisfait que les jeunes socialistes ou que d'autres mouvements de jeunes. Ça c'est une première chose. Après, moi j'accepte d'être sous le feu de la critique, c'est-à-dire qu'au fond j'ai pris des positions qui sont parfois clivantes, je le reconnais, qui cherchent au fond, oui, un peu parfois à la réaction. C'est-à-dire que si vous voulez pas être sous le feu des critiques, vous ne dites pas que effectivement Mediapart, vous comparez pas les techniques de Mediapart pendant l'affaire Bagné-Bettencourt à ce qu'a pu faire Staline et les photomontages pendant les années 30. Effectivement, c'est un peu provocateur, mais en même temps il y a toujours un message politique derrière. C'est-à-dire que, sauf quand je dis que je suis content que le PSG gagne, ça c'est vrai, mais quand il y a une critique de Mediapart, ou quand il y a par exemple un article blog sur la dépendance, ou auparavant sur par exemple le fait que je me suis engagé, notamment parce que quand j'avais 16 ans il y a eu le 11 septembre et que c'est quelque chose qui m'a sorti de ma torpeur adolescente, c'est pas juste pour créer le buzz, c'est parce que à un moment donné je pense qu'il est normal de dire aussi pourquoi on s'est engagé et de donner son avis sur certains sujets. Donc voilà, ça fabrique aussi ton identité. Sarkozy, c'est l'événement de Gaulle sur les champs, toi c'est le 11 septembre, et justement pour revenir sur cette image, on dit que donc cette médiatisation, on dit dans la littérature consacrée qu'elle participe à ton image, ce qu'on appelle ton image reçue. Et est-ce que toi tu essayes d'influer sur cette image, et surtout quelle est l'image que toi tu souhaites renvoyer, quelle est l'image que tu souhaites communiquer? Moi je pense que sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il y a une vraie question aujourd'hui pour moi. Est-ce que on reste dans la stratégie actuellement, et au fond c'est un cycle qui continue et qui est dangereux, parce que par exemple si pendant une journée je tweete pas, d'ailleurs rigolant, j'ai répondu ça à quelqu'un qui me disait ça samedi, parce qu'il me disait t'as pas tweeté aujourd'hui, t'as pas fait ton troll, et je lui ai répondu je dois te manquer. C'était rigolo, parce que moi je le prends aussi avec du second degré, et j'espère que les gens qui tweetent avec moi, je pense qu'ils m'ont compris aussi. Donc il y a aussi un jeu, on a le droit d'être très sérieux quand on fait de la politique sans se prendre au sérieux. En tout cas moi c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer, et donc tout ça pour te dire que la question c'est, est-ce qu'on continue dans ce cycle-là où il y a une image parfois un peu dure, parfois un peu écornée, ou alors est-ce qu'on essaye de gagner en profondeur, de gagner en idées, voilà, et justement d'utiliser la médiatisation actuelle pour justement faire passer des idées comme le droit de vote à 16 ans, comme voilà, sur des sujets de société comme le mariage homo, la question de l'homoparentalité, la question aussi de la bioéthique, la question évidemment du refus de légaliser les drogues dites douces. Voilà, est-ce qu'on utilise cette image d'aujourd'hui, et aussi par exemple sur l'emploi des jeunes, est-ce qu'on utilise cette image-là pour continuer à faire passer nos idées ou pas? Moi je pense que c'est le virage que j'essaye de prendre, mais c'est pas évident. Et je vous pose une question. C'est un moyen pour faire passer tes idées. Évidemment. C'est toujours un canal. Moi je suis pas une agence de com. C'est-à-dire que mon but n'est pas de faire du buzz ou d'être 30e ou 24e dans le classement du Follow Friday chaque vendredi. Donc franchement je vous le dis, mon but c'est de faire passer mes messages et mes valeurs. Et le fait qu'aujourd'hui on parle des jeunes populaires, parce que quand on parle de moi, au fond on parle pas de moi, Benjamin Langard, ça n'a aucun intérêt, ça n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse c'est les jeunes de l'UMP. Quand on parle des jeunes de l'UMP, ça fait passer nos messages. Et moi je vous le dis, j'étais lycéen à Paris, à Condorcet dans le 9e, c'était pas facile de s'afficher jeune de droite. Et ben je pense qu'au fond, quand on médiatise les jeunes de droite, quand on médiatise nos valeurs, ça rend les choses un peu plus aisées. Et voilà au fond, et moi je reçois énormément de messages de jeunes lycéens, de jeunes étudiants qui disent bah oui, parce que t'es médiatique, parce que d'une certaine manière on entend ce que pensent les jeunes populaires, c'est plus facile ensuite de s'engager, de dire dans une assemblée générale qu'on est contre les blocages, de dire devant un lycée qu'on est contre tel ou tel tract complètement dénué de sens et dénué d'arguments de tel ou tel syndicat de gauche. Donc voilà, je crois que c'est très très important aujourd'hui de bien voir ça. Et donc aujourd'hui, c'est une maxime que je vais essayer de m'appliquer. Comment je fais pour utiliser, entre guillemets, la médiatisation dont vous parlez, pour justement faire passer nos valeurs un peu plus fort. J'ai commencé à le faire avec une tribune dans les Échos. Je pense qu'il y a quelques mois, jamais je l'aurais eu cette tribune-là. Je vais continuer à le faire en écrivant d'autres tribunes, en réfléchissant à d'autres moyens pour gagner justement en crédibilité, en notoriété, et toujours évidemment avec cette idée qu'on fasse parler des jeunes populaires. Mais c'est un vrai défi pour moi, et j'ai pas forcément la réponse maintenant telle que je vous l'ai dit, mais voilà aujourd'hui la problématique qui se pose à moi. D'accord. Et ma dernière question, tu m'as parlé de l'image que tu souhaitais renvoyer. Quelle est celle d'après toi que tu renvoies effectivement?
je pense que je renvoie pour beaucoup, me colle l'image de quelqu'un un peu écervelé qui au fond dit un peu n'importe quoi pour se faire remarquer. J'espère que c'est pas le cas, en vrai. Et puis, en tout cas, moi, je suis droit dans mes bottes parce que ce que j'ai pu dire par le passé a toujours reflété ce que j'ai pensé. Et quand c'était pas le cas ou quand j'étais incompris, j'ai présenté des excuses. Donc, voilà, je pense que effectivement, certains peuvent s'amuser à faire passer l'image de quelqu'un un peu stupide, un peu bébête. J'ai la faiblesse de penser que c'est pas le cas, en vrai. Et donc, voilà, je crois que ce qu'il faut, c'est utiliser justement la médiatisation dont on dispose pour faire passer nos idées sur l'apprentissage alternance, sur le fait d'améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de primaire par exemple. Donc voilà, ça c'est des sujets importants. Le fait est qu'aujourd'hui on reprend beaucoup plus mes tweets sur telle ou telle idée sur par exemple la gauche américaine que malheureusement ce que je dis sur la commission sport et loisirs de la région Île-de-France où pourtant je siège toutes les 2 semaines. C'est un fait. Alors après, vous prenez le système politique et médiatique tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, la médiatisation dont je bénéficie, elle doit aussi faire réfléchir sur ça, sur le fait qu'aujourd'hui, pour réussir à être entendu, il faut à un moment donné être provocateur. Alors soit vous l'acceptez, soit vous l'acceptez pas. Moi j'ai accepté ce système et honnêtement j'ai pas le sentiment aujourd'hui quand je me regarde dans un miroir de plus être moi-même. Non, je suis plutôt moi-même, mais en ayant utilisé ce système. Au fond, je suis persuadé qu'en utilisant ce système, on peut maintenant gagner en crédibilité et tout en restant sympathique. Et, en exploitant un peu, encore une fois, quand même, la possibilité d'amorcer des relations un petit peu plus personnalisées avec des gens qui nous suivent, qui nous commentent, qui reprennent nos propos, qui nous critiquent. Oui, non mais ça c'est clair, mais après, moi je pense que c'est... Parce que c'est une stratégie du push que tu fais. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, la stratégie du pull, moi je la fais localement. C'est-à-dire que quand je milite, quand je traque tous les samedis matins ou les dimanches matins, c'est du pull. C'est juste du offline alors. Il faut que ça évolue un peu, je reconnais. Mais honnêtement, pour moi, l'important c'est aussi de faire passer les infos de notre actualité. C'est pas simplement échanger. Parce qu'en plus, honnêtement, quand je tweete et que 90% des réactions sont parfois hostiles, je sais très bien que, par exemple, The Greenizer, pour prendre cet exemple, qui est je crois une des responsables des Jeunes Verts, je vais pas la convaincre de voter à droite parce que je dialogue avec elle. Donc c'est très sympa, intellectuellement ça peut être stimulant, mais ça m'apporte rien électoralement. Donc le but d'une femme ou d'un homme politique, c'est quand même à un moment donné que... perdre du temps pour toi. Pas perdre du temps, mais en tout cas, c'est pas quand vous avez 1 heure entre discuter avec quelqu'un dont vous savez pertinemment qu'il est à gauche et que globalement vous ne changerez pas son avis et discuter avec des commerçants ou des gens en tractant à la sortie d'un métro comme moi je le fais tous les week-ends. À ceci près que les gens assistent à votre échange, puisque l'échange est public. Oui, mais en même temps, je pense que beaucoup de gens qui sont sur Twitter sont des gens passionnés par la politique, ont déjà un avis tranché. Et donc, d'une certaine manière, en politique, je vous rappelle vraiment, le but c'est de faire... je pense que prioritairement c'est les électeurs de ma circonscription, c'est les gens indécis, et sur Twitter je pense que les gens sont beaucoup aujourd'hui déjà avec un parti pris. Peut-être que ça évoluera quand Twitter sera encore plus de masse, ce qu'il est aux États-Unis, ce qu'il n'est pas en France. En France c'est plutôt leader d'influence. Voilà. Donc le jour où ça sera davantage, alors je passerai plus d'énergie et de temps à essayer de convaincre. Mais c'est vrai que par contre sur Facebook, là vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas forcément politisés ou via votre blog, qui vous contactent parce qu'ils veulent avoir davantage d'informations. Moi récemment j'avais le frère d'un très bon ami qui avait voté Sarkozy, qui se posait des questions récemment, qui est plutôt de gauche fondamentalement, et qui me demandait tel ou tel avis sur ce que j'ai pu dire. Le fait que je réponde très vite via mon blog, le fait que j'argumente, et ça m'a pris du temps, j'ai pris un quart d'heure pour lui répondre, ça a changé. Et lui, par exemple, c'est quelqu'un qui est indécis, puisqu'un jour il peut voter à gauche, un jour il peut voter à droite, peut-être qu'il se reconnaît au moment où je vous parle. Voilà, là c'est intéressant. Donc voilà au fond ce qui fait que je réponds pas énormément sur Twitter. C'est un peu d'utilitarisme. D'accord, merci infiniment pour être venu, avoir répondu à nos questions, et puis à bientôt. Merci. Nous remercions le café-restaurant Le Select, boulevard du Montparnasse, pour son accueil.